Donc bonjour à tous et merci Delphine pour cette introduction. Alors c'est vrai qu'on a réfléchi ensemble à ce module et justement l'appellation analogique 2.0, c'est un peu ce que je vais vous expliquer ce matin, sur quelle base ça repose. Alors Delphine a parlé évidemment de transformation, c'est le mot qui est aujourd'hui devenu une sorte de buzzword absolu en parlant de transformation et souvent même en tant qu'injonction. C'est-à-dire l'idée c'est il faut se transformer, alors ça on voit ça à longueur de temps, il faut se transformer et il y a quelque chose qui tient un peu du mythe autour de tout ça, c'est qu'en fait on a l'impression souvent, la manière dont les gens en parlent, que cette transformation n'est que la résultante d'aujourd'hui en fait. Souvent on dit qu'on vit une époque formidable, alors on a quand même une sorte de narcissisme d'époque avec le numérique qui fait qu'on a l'impression de vivre une époque que n'ont jamais vécu d'autres époques avant nous. Et ça, c'est un des mythes, c'est de dire que, bon, souvent, on dit que la révolution digitale, d'ailleurs qu'on appelle révolution, c'est pas un hasard non plus, est vraiment quelque chose qui n'a jamais existé avant. Or, déjà, il faut quand même mettre une chose, c'est que la transformation a toujours existé. C'est-à-dire que si on prend même à l'époque de Proust, il y a un siècle, à la limite, il a vécu des transformations qui étaient encore plus disruptives que ce qu'on a pu vivre aujourd'hui. C'est-à-dire que lui, par exemple, a vécu en l'espace de 20 ans l'arrivée de l'électricité, l'arrivée du train, l'arrivée du téléphone, l'arrivée de l'avion et l'arrivée de quoi d'autre aussi de la bicyclette même. C'est-à-dire que même la bicyclette n'existait pas avant. C'est-à-dire qu'en fait, le monde s'est configuré de façon tellement différente, mais à l'époque aussi, il devait se dire, et il y a eu à l'époque des avant-gardes qui disaient on vit une époque formidable de la vitesse. En 1920, il y a eu le futurisme et tout. Donc l'idée d'une transformation qui serait que de notre époque et qui serait une injonction obligatoire est quand même déjà un petit mythe. Deuxième chose par rapport à la transformation, donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se transformer, mais ça veut dire que ça a toujours existé. Autre chose, c'est que la transformation telle qu'elle est présentée aujourd'hui, elle est surtout présentée de façon, essentialiste ou disons presque une question de vie ou de mort. C'est-à-dire en gros, quand on vous dit aujourd'hui de se transformer, c'est où tu te transformes, où vous vous transformez, ou vous mourrez. En gros, c'est le mythe aussi de la disruption, c'est-à-dire que ou vous êtes mangé par le numérique, ou vous venez dans le camp du numérique. Donc du coup, ça c'est pareil, c'est une question qui fait que finalement, on est souvent face à cette injonction qui fait que ça devient le dogme ultime par rapport à la transformation numérique. C'est-à-dire se transformer ou mourir, disrupter ou être disrupté. Bon, il y a toujours ce discours de guerre avec l'idée que, de toute façon, l'avenir sera numérique. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est souvent ça aussi, c'est de dire l'avenir sera numérique. Alors, ça prend des formats différents. C'est-à-dire que, par exemple, en entreprise, on dit que voilà, il faut que tu utilises tous les outils numériques parce que comme ça, tu seras plus performant. Donc, on a inventé beaucoup d'outils pour collaboratifs, entre guillemets, toutes ces choses-là. Ensuite, on a dit souvent, par exemple, que le livre allait disparaître. Ça, moi, j'ai écouté, étant écrivain, j'ai eu beaucoup d'amis qui me disaient, tu continues à écrire des livres, mais demain, de toute façon, il n'y en aura plus. Donc, du coup, ça a été ça. Donc, déjà, depuis 15 ans, on entend ça. Le cinéma, pareil. Lorsque vous parlez avec des gens qui parlent de Netflix, ils te disent, non, de toute façon, le cinéma, c'est mort. Donc, voilà, on est dans une logique où, de toute façon, il y a la question de la mort de ce qui existait avant. Donc du coup, ça, c'est ce qu'on peut appeler une sorte de vision darwiniste, c'est-à-dire l'idée qu'un nouveau média qui arrive tue tout le reste, et en l'occurrence, le numérique va tuer tout ce qu'il y a avant. Et que toutes les technologies qui existaient avant vont mourir. Donc du coup, ça, on peut aussi se dire que c'est aussi un mythe, une sorte de mythe, puisque si on regarde bien, il suffit de regarder très rapidement, il n'y a jamais eu de disparition des technologies différentes. En fait, l'Internet n'a pas tué la télévision, qui n'a pas tué lui-même la radio. D'ailleurs, la radio, on aura l'occasion d'en parler, mais la radio revit, en fait, finalement, grâce au podcast. Donc on verra, ça c'est un peu le principe de la logique 2.0, justement, qui n'a pas tué le journal, même si le journalisme et le journal papier
cherchent des modèles, mais ils ne sont pas morts. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée darwiniste qui voudrait que finalement, comme les dinosaures, ça disparaît et il y a une nouvelle chose qui arrive, n'existe pas en fait. On est plutôt dans une cumulation des différents médias qui se reconfigurent, parce que c'est sûr qu'on aura l'occasion d'en parler, mais le cinéma n'est plus pareil depuis qu'il y a Netflix, en tout cas il doit exprimer autre chose. Et du coup, on est dans cette logique où finalement, ça repose sur un mythe déjà qui est celui de la disparition des anciens modes. Il y a aussi une idée aussi qui est tout aussi manichéenne, qui est celle de l'ancien monde et du nouveau monde. Alors ça, c'est aussi un schéma qui est très utilisé, par exemple, notamment en France avec Macron. Ça a été toute l'idée du nouveau monde, la Startup Nation, versus toujours les anciens, ceux qui font les choses à l'ancienne. Et là, on se rend compte aussi que il y a aussi une sorte de mythe par rapport à ça, qui est celle de la table rase, en fait, la tabula rasa, c'est-à-dire qu'en fait, on va reconstruire quelque chose de complètement neuf qui ne s'occupe pas de l'ancien. Et en troisième point, par rapport à la transformation, donc ça c'est aussi le deuxième mythe, l'ancien monde, mais le troisième mythe, c'est celui d'une transformation qui voudrait que, lorsqu'on vous dit transformez-vous, on ne vous dit pas améliorez-vous, on dit changer de nature. C'est-à-dire qu'en fait, on vous dit déracinez, oubliez ce que vous avez fait. Donc du coup, c'est une transformation qui est une sorte de reniement, finalement, de ce qu'on est à la base. Par exemple, j'ai entendu dire déjà les gens, mais pourquoi lancer une librairie alors qu'aujourd'hui il y a Amazon, pourquoi pas faire quelque chose en ligne, L'idée, c'est qu'il faudrait tous migrer sur Internet à partir du moment où maintenant, c'est devenu le modèle dominant. Par exemple, beaucoup de gens, mais pourquoi faire un film de cinéma puisqu'il y a Netflix? Voilà. L'idée, c'est de se renier, d'essayer de se transformer complètement. Pareil, en entreprise, on dit, bon, allez, il faut perdre les anciennes habitudes, c'est-à-dire qu'on dit tout le temps les habitudes sont mauvaises, donc maintenant, faites de façon différente. Et c'est toujours cette même ancienne qui est transformer ou mourir, quoi, en fait. C'est ça l'idée. Et ça, on le voit évidemment de façon très très forte avec la montée de l'intelligence artificielle qui cristallise, avec l'idée du robot, qui cristallise cette disparition même de l'homme en disant mais attention, dépêchez-vous parce que l'intelligence artificielle est plus intelligente que nous, donc bientôt on n'aura plus notre place. Pareil pour les commerces, les gens qui disent ouais voilà, mais pourquoi monter un commerce aujourd'hui puisque tout se passe en ligne. Et pareil pour ce qu'on a dit pour la télévision à papa, ce qu'on appelle maintenant la télévision à papa, de dire que les chaînes n'intéressent plus les gens puisque aujourd'hui il faut que ce soit sur le net et que ce soit diffusé sans linéarité. Alors qu'on verra qu'il y a des exemples de linéarité qui fonctionnent très très bien. Et donc pourtant, dans ces trois cas, on se rend compte que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, les médias n'ont pas tué chacun et l'autre. L'ancien monde, finalement, et le nouveau monde, on se rend compte que souvent, il y a vraiment des ponts entre les deux et que le nouveau monde n'a pas complètement détruit l'ancien monde et que la transformation ne se fait pas comme un renversement complètement des valeurs, mais comme une continuation. Et donc, l'idée, c'est qu'il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas se transformer, ça on va le voir, mais il faut voir ce qu'on entend par transformation et non pas un côté, complètement manichéen et sectaire. Donc, il y a une vision plus équilibrée. Alors, est-ce qu'il faut pour autant, justement, refuser toute transformation? Ça, ce serait absurde parce qu'en fait, du coup, se dire que non, on va attendre que ça passe. Certains ont fait ça aussi, c'est-à-dire on fait le dos rond en disant de toute façon, Netflix, ça ne marchera jamais, Amazon, ça ne marchera jamais. Il y a aussi toute une théorie du ne bougeons pas parce que, de toute façon, le problème qui se passe, c'est qu'on va laisser passer le train, et c'était le cas, par exemple, même à l'époque de Zola, qui en parle dans Au bonheur des dames. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a le grand magasin qui est monté, en face, il y a les boutiques, et les boutiques en face qui se disent, de toute façon, ça ne marchera jamais, jusqu'à ce que finalement, les boutiques doivent arrêter parce qu'elles ne se sont pas transformées. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, il faut quand même, aujourd'hui, trouver un contexte de synthèse par rapport à la transformation. Et là, pour ça, il y a deux grands pôles qu'on pourrait prendre. C'est dans l'Antiquité, chez les présocratiques, il y avait deux écoles. Il y avait celle d'Héraclite et celle de Parménide. Héraclite, pour lui, c'est tout est mouvement.
hein, c'est-à-dire que en fait, c'est ce qu'on appelle le mobilisme, c'est-à-dire, vous savez, c'est Pantareil, tout bouge, c'était un peu son motto, et avec l'idée qu'on ne se baigne jamais dans le même fleuve, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune permanence dans le monde, donc tout bouge. Ça, c'est un peu l'idée, finalement, de la disruption aujourd'hui. On dit que tout bouge, donc il faut toujours bouger, donc c'est l'appel permanent à la transformation. Il y a une autre école qui est celle de Parménide. Lui, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'il dit qu'à la limite, le mouvement est une illusion, en fait, et que finalement, il y a une grande permanence des choses, et que finalement, bon, c'est pas que le fleuve bouge pas, mais ce qu'on se rend compte, c'est que c'est toujours de l'eau, donc en fait, on est toujours dans une permanence. Et là, ce serait plutôt ceux qui se disent qu'il ne faut pas du tout bouger. Donc l'idée, c'est qu'aujourd'hui, je pense que le principe, c'est justement cette synthèse entre les deux, c'est qu'en fait, finalement, si on se rend compte de la manière dont les choses avancent et le progrès avance, c'est que finalement, les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'à la fois, tout bouge, c'est-à-dire qu'on n'a aucun paramètre qui reste stable, mais en même temps, à travers ce mouvement, il y a une permanence qui s'inscrit quand même. Et du coup, nous, c'est un peu dans cette synthèse qu'il faut s'inscrire, c'est-à-dire ni injonction au changement permanent, ni immobilisme, mais refus du changement. Parce qu'on vit justement dans un contexte où, finalement, on est justement avec un contexte totalement nouveau, où l'ensemble a été reconfiguré, et que les nouveaux médias s'inscrivent, et toutes les nouvelles approches s'inscrivent dans un monde, qu'on le veuille ou non, numérique. Hein. Donc, à chaque émergence, finalement, du nouveau, et donc c'est le cas du numérique, tout a été reconfiguré. Hein. Par exemple, l'arrivée de la télé a complètement reconfiguré beaucoup de choses, hein. Par exemple par rapport à la radio, c'est-à-dire chacun prenait finalement son rôle dans la chaîne. Avec le numérique, c'est vrai que c'est une transformation qui englobe tout l'ensemble des médias et de toute la chaîne. Alors, du coup, on ne peut pas parler effectivement d'un nouveau monde qui aurait complètement englouti l'ancien. On se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans une logique où l'analogique s'inscrit dans une logique digitale ou numérique. Par exemple, le livre par rapport à l'e-book a trouvé totalement sa place. Les librairies par rapport à Amazon, on va voir, mais ça, elles s'inscrivent aussi dans ce nouveau monde. Et là aussi, il y a une reconfiguration totale que, justement, on appelle, nous, l'analogique 2.0, c'est-à-dire cette façon de, non pas une transformation comme un reniement, mais une réinvention, et c'est ça l'important, le terme qui est très important, c'est plus une transformation au sens de renier votre nature, mais réinventer votre nature dans un contexte nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, il y a toujours une permanence de ce qu'on attend, mais dans un contexte beaucoup plus changeant. Alors, ça, c'était pour poser la base un petit peu, je dirais, théorique de la chose. D'ailleurs, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas en cours de route. Mais là, on va prendre justement un exemple très concret que tout le monde a vécu, qui est celui du vinyle. D'ailleurs, il a fait du coup une très belle affiche autour du vinyle. Et en fait, c'est justement intéressant de voir justement à la lumière du vinyle, parce que la musique, effectivement, ça a été un des secteurs, on peut dire, qui a pris, lui, en plein fouet, la transformation numérique. Hein, ça, c'est vrai qu'il l'a pris déjà même avant les autres, puisque même avant qu'Internet existe, il y a eu le CD, qui était lui-même numérique, donc qui a permis finalement une duplication beaucoup plus simple, et presque à l'infini. Et donc, du coup, il a tout de suite été mis en danger et, par rapport au piratage. Donc, on peut dire que c'est le secteur industriel qui a été, lui, le plus vite frappé par le numérique, et ce qu'on a appelé les invasions numériques, en fait. Hein. Et s'il y a bien un monde, oui, dans lequel les bouleversements ont été faits, c'est bien dans la musique. Avec toutes les formes d'invasion. Hein. Donc, d'abord, il y a eu effectivement le CD, comme je disais, c'est-à-dire première numérisation, qui permet de reproduire à l'infini. Bon, il y a déjà eu la radio à l'époque, hein, parce que moi, je me souviens, mais ça date de très longtemps, mais moi, j'enregistrais déjà des choses à la radio, même si c'était en analogique complètement pourri, on enregistrait quand même. Donc, du coup, on avait déjà un piratage avant l'heure. Ensuite, il y a eu le CD, vers les années 80. Ensuite, il y a eu toute l'époque du peer-to-peer. Là, c'est grande époque du piratage. Pour ceux qui ont connu, avec Napster et tout ça. Donc là, c'était une invasion barbare, en fait, de la musique. Et du coup, il y a eu, en troisième
point. Ensuite, le streaming. Aujourd'hui, on arrive à une sorte d'équilibre. Alors, c'est un équilibre toujours instable. On verra que, justement, tout est mouvement quand même. Hein. Même s'il y a une stabilité qui s'installe, il y a quand même un mouvement avec toutes ces plateformes, Spotify, Deezer, Apple Music, qui font que, voilà, aujourd'hui, du coup, ça fait reculer le piratage et on est passé à une sorte de deal avec les plateformes. Alors, ce qui a surpris tout le monde, c'est que voilà, ça c'était un chemin, pour prendre les darwinistes, c'est un chemin tout à fait logique, finalement, c'est piratage à fond, musique, vente de disques, ça plonge comme ça, et tout d'un coup, on arrive vers le streaming, et puis finalement, le streaming, c'est la logique puisqu'on va vers le numérique. Sauf que là-dedans, il y a eu un élément qui a été un peu inattendu, c'est celui de la montée du vinyle. Hein, vous avez tous entendu parler du retour du vinyle. Alors, un retour qui, au départ, on a dit c'est un effet de mode. Et c'est un retour, d'ailleurs, c'est en train de faire une courbe U comme ça, c'est-à-dire inversée, c'est-à-dire que les chiffres qui baissaient sont en train de remonter. Et d'après les derniers chiffres, on arriverait à peu près au niveau de 88, 87 des ventes qu'il y avait à cette époque-là. Et alors, ce qu'il y a eu, certains ont tout de suite évoqué l'aspect nostalgie, en disant finalement, ce sont les baby-boomers, ceux qui ont connu le vinyle, comme moi par exemple, qui le rachètent. Bon, moi, il se trouve que, c'est mon cas personnel, mais ça n'intéresse personne, mais c'est vrai que moi, le vinyle, j'y reviens pas, c'est pas tellement ce que ça intéresse. En revanche, ma fille, elle n'est pas revenue, elle a découvert le vinyle. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'était pas vraiment le fait des baby-boomers, mais c'était plutôt les millennials, qui, eux, ou les digital natives, même, qui n'ont pas connu le vinyle, et dont les parents, même parfois, ne l'ont même pas connu, parce que moi, j'en avais pas à la maison comme ma fille aînée, qui sont des contributeurs du phénomène. Et c'est là où il y a eu quelque chose d'assez étonnant, c'est que finalement, c'est un objet peu pratique, on va voir que ça, c'est assez important, plutôt encombrant. Il faut se lever pour le tourner, c'est encombrant, ça prend de la place. Ça va à l'encontre de tout ce qui se passe par rapport au numérique, c'est-à-dire la commodité. Hein, il suffit d'appuyer sur Spotify, on a toutes les musiques du monde. Là, il faut aller chercher le vinyle, il faut le mettre sur la platine, il faut... Et donc, du coup... Et pourtant, voilà, les jeunes l'ont plébiscité. Et du coup, on n'est pas dans quelque chose de nostalgique ni de vintage, mais on est justement dans une expérience nouvelle. Hein. Et c'est finalement, ce qu'il faut bien voir, c'est que si on le lit comme quelque chose de nostalgique, alors ça c'est important, parce que si on le lit comme quelque chose de nostalgique, on perd quand même ce que c'est, puisque justement, on parle aujourd'hui de nouvelle expérience. Le vinyle fait partie d'une nouvelle expérience. C'est-à-dire que, comme on disait, dans un univers complètement numérisé, utiliser un vinyle, c'est un acte particulier. Et donc, c'est bien quelque chose de nouveau. Et pour éclairer ce concept, il y a une nouvelle, vous connaissez Borges, qui a écrit Fiction. Donc, ce sont des nouvelles assez intéressantes. Et dans une de ces nouvelles, alors ça va permettre de dire un petit peu en quoi le vinyle est différent aujourd'hui par rapport à ce qu'il était hier. Il parle d'un auteur, donc c'est un auteur du XXe siècle, ça s'appelle Pierre Ménard, sa nouvelle c'est Pierre Ménard, auteur du Quichotte. En fait, il raconte l'histoire, alors c'est toujours des présupposés assez baroques au départ chez Borges, mais qui sont pleins de réflexions. En fait, l'idée, il part du principe qu'un auteur du XXe siècle, qui s'appelle Pierre Ménard, décide de réécrire le Don Quichotte. Alors l'idée, c'est que ce n'est pas une réinterprétation de Don Quichotte, ce n'est pas une translation, ce n'est pas une modernisation. En fait, il commence à écrire et finalement, il écrit mot pour mot, exactement, Don Quichotte. Donc finalement, il y a le Don Quichotte de Cervantes qui est l'original, et lui a écrit mot pour mot, au XXe siècle, le Don Quichotte. Et en fait, ce que dit dans le texte le narrateur, c'est qu'il dit, en fait, il y a quelque chose qui est supérieur dans la version de Ménard, parce qu'il note que c'est exactement la même chose sur le résultat, mais pourtant, sur le résultat, c'est exactement la même chose, mais c'est nettement supérieur dans ce sens que le texte de Cervantes et celui de Ménard, même s'ils sont verbalement identiques, il y en a un qui est plus riche, puisque finalement, il est plus subtil, puisque lui, ce que faisait Cervantes à son époque, c'était écrire platement comme écrivaient les gens de son époque, alors que ce que fait Ménard, c'est une réinterprétation de ce que c'est. Donc du coup, il propose une recréation linguistique par rapport au Don Quichotte, avec plein de trouvailles archaïsantes, qu'on va trouver archaïsantes, parce que si on les regarde avec notre œil du XXe siècle, avec notre oreille du XXe siècle, on va trouver ça vieillot. Donc du coup, ce qu'il montre, c'est que, justement, il y a une supériorité
de la réinterprétation. Et ça serait presque, justement, on pourrait dire, pour faire le pont, que c'est un Don Quichotte 2.0. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose, et c'est pareil avec le vinyle. Le vinyle, avant, c'était le seul accès qu'on avait à la musique, puisqu'avant, bon, il y avait la cassette, il y avait le vinyle et la cassette, mais c'était notre accès à la musique. Donc, à la limite, qu'on écoute sur un vinyle, c'était quelque chose de plutôt normal. Aujourd'hui, en revanche, le fait d'écouter avec le vinyle, ça métamorphose dans un écosystème complètement numérisé et généralisé, ça devient une expérience nouvelle. C'est-à-dire que le vinyle devient, finalement, si on le reprend différemment, un engagement intégral avec le concept de l'album hors du flux d'une playlist. C'est-à-dire, c'est vraiment le refus de jouer justement une playlist, c'est de jouer complètement le jeu de l'album. Et c'est pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui, si on regarde bien les millennials ou les nouveaux, quel que soit leur âge, qui reprennent le vinyle, c'est une recherche déjà d'authenticité, c'est-à-dire que ça sort du cadre des plateformes, donc on revient un peu à l'origine, c'est-à-dire que l'album, c'est aussi l'origine de ce qui a été fait par le groupe ou par les musiciens. Il y a aussi l'idée d'un son meilleur, donc c'est une autre expérience, un son meilleur par rapport au digital, parce qu'on sait qu'effectivement l'analogique a dans ses défauts quelque chose de très important que n'arrive pas à trouver l'analogique, c'est tout ce frottement, tout ce côté, ce qu'ils appellent même de l'inner groove distortion, comme les Anglais appellent ça. Alors je sais pas, j'ai pas trouvé le terme français, mais en fait c'est une sorte de distorsion interne qu'on n'entend que sur le vinyle et qui crée une sorte de chaleur finalement. Comme d'ailleurs sur les tables de mixage, lorsqu'on mixe en analogique ou si on mixe en numérique, c'est pas pareil. En numérique, c'est un peu comme des pixels, ça se mélange jamais, alors qu'en analogique, ça se fond énormément. Et donc ça, on a pu voir ça sur les albums des Beatles, par exemple, quand on les a repris on a radiographié un peu tous ces enregistrements, on a vu que vraiment, il y avait une science totale du mélange, de l'alchimie, en fait. Ensuite... oui, il y a un meilleur mélange des sons. Ensuite, les jeunes aussi, à partir de là, au lieu de, finalement, les playlists permettent de zapper, finalement, là, on rentre totalement en immersion. Donc, il y a un aspect beaucoup plus immersif que ne pourrait l'être justement le digital. On rentre dans la logique de l'album. Et notamment, on voit des albums, par exemple, qui continuent de se vendre énormément, des concept albums type ceux des Pink Floyd, ceux des Beatles. Mais il y a aussi, on voit que dans le vinyle, c'est très très partagé. Il y a les nouveautés, totalement, celles qui viennent de sortir. Et puis, il y a toujours le vieux catalogue qui continue à se revendre aussi. Il y a aussi l'idée, évidemment, ça c'est quelque chose d'assez important, de la préhension de l'objet, c'est-à-dire que le toucher, et avec notamment la couverture, qui a vraiment déjà qui est sur un plus grand format, où on peut lire tout ce qu'il faut, toutes les informations, ce qui n'est pas le cas avec le CD qui a complètement brouillé la chose, et encore moins lorsqu'on est en streaming parce qu'on n'a pas de matérialité finalement de ce qu'on écoute. Et puis, certains, on se rend compte qu'il y a aussi le sens de la propriété, parce que ça c'est quelque chose d'assez important, ça. Mais c'est le fait de je le tiens, je l'ai chez moi. Et on a vu, d'ailleurs, dans certaines études, on voit que certains jeunes achètent le disque, mais ne l'écoutent pas. C'est-à-dire ils n'ont pas de platine vinyle, mais ils le mettent dans leur discothèque. Mais en fait, ils l'écoutent sur le streaming, parce que d'ailleurs, ils font des offres maintenant qui sont doublées. Mais c'est surtout aussi pour dire, voilà, je l'ai, et ça fait partie de mon acquis culturel. Et en fait, on se rend compte que ce marché dont on parle, il est peut-être même encore plus grand, puisqu'il génère derrière, il y a de la vente d'occasion, il y a beaucoup de ventes qui se fait dans des petits endroits justement un peu alternatifs qui finalement ne sortent pas dans les statistiques. Donc en fait, on se rend compte que ça devient, et là on verra aussi, c'est un aspect important, c'est qu'il y a toute une communauté autour du vinyle qui est en train de se construire, mais qui est aussi évidemment sur Internet. Donc, l'idée et alors, il y a aussi une autre idée qui était celle un peu contre-intuitive, qui était qu'à un moment donné, on a dit aussi, dans l'idée aussi du digital, on a dit, tiens, maintenant qu'on est passé avec les millennials, c'est la génération gratuite. Vous savez, on a dit, c'est des gens qui sont plus, ils ne payeront plus pour rien. C'est-à-dire qu'ils piratent les films à la télé, sur leur ordi, ils piratent la musique, donc ils ne sont pas prêts à payer, en fait. Et si on regarde bien la musique, pour le marché, justement, indépendamment du vinyle, on se rend compte que depuis l'année où est sorti Napster, en fait, l'enveloppe globale de la musique
est à peu près la même. Sauf qu'elle s'est déplacée sur quoi? C'était plus sur la musique achetée, c'était sur les concerts. C'est-à-dire qu'en fait, entre-temps, les concerts, qui peut être considéré justement comme de l'analogique, c'est-à-dire de l'expérience du concert, a augmenté en flèche. Donc du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, même les contrats avec les auteurs, avec les artistes se font ce qu'on appelle 360, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est les concerts, c'est le disque. Ça a reconfiguré complètement le marché de la musique. Et alors, donc ça, c'était pour prendre l'exemple justement du vinyle, pour montrer que finalement, c'est un vieil outil, quoi, c'est un vieux support, mais qui reprend aujourd'hui, dans un contexte complètement rénové, un nouvel essor et une nouvelle identité, en fait, hein, en étant une nouvelle expérience. Et plus, donc, ça crée une loi qui est, on pourrait appeler ça la loi de l'analogique 2.0, c'est-à-dire qu'en fait, plus le numérique gagne du terrain, plus finalement l'attractivité des approches analogiques prend de l'essor, ou en tout cas de l'envie. Et ça, c'est une règle parce que, justement, par rapport au darwinisme dont on parlait, qui disait que plus on va vers le numérique, tout le monde va aller vers le numérique, finalement, on se rend compte qu'il y a une envie, justement, d'authenticité. Alors ça, on aura l'occasion de le voir aussi dans les autres journées, lorsqu'on parlera des lieux notamment, où il y a cette recherche d'authenticité, qu'on retrouve souvent sur Instagram, donc c'est une authenticité assez particulière, mais c'est quand même une recherche d'authenticité. Et on remarque que justement, au lieu de se dire il faut tous migrer vers le numérique, il faut tous lâcher la proie pour l'ombre, finalement, se dire que dans un monde de plus en plus numérisé, on va avoir de plus en plus envie de ces sensations qu'on appellera analogiques, en fait. Alors, analogique, évidemment, c'est tout ce qui n'est pas numérique aujourd'hui, on pourra le définir comme ça, c'est ce qui est de l'ordre du physique, du préhensible, voilà, et de l'expérience. Donc ça, on va voir ça aussi. Et donc, on va prendre aussi un autre exemple par rapport à ça. Donc c'est aussi, il n'y a pas que le disque qui présente ça, il y a aussi l'exemple de la librairie, qui lui-même a été l'objet d'une réinvention aujourd'hui. Parce que c'est vrai que si on a donné la mort de la musique depuis un certain temps, on a aussi donné la mort aussi tenu pour mort les librairies, en fait. Et pour paraphraser Mark Twain, on pourrait dire que les nouvelles de la mort des librairies indépendantes a été largement exagérée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde disait « voilà, ça va être fini, il n'y a plus de librairie ». Et c'est vrai qu'il faut quand même avouer qu'à partir de l'arrivée d'Amazon en 1995, il y a une chute, il faut quand même le remarquer, une chute très très forte des librairies. Mais, alors ça, on a pu remarquer, et là on prendra par exemple les États-Unis, qui est un exemple fort, c'est un peu en avance là, par rapport à nous, et ça le vit de façon encore plus forte. Il y a eu une sorte de retournement dramatique, une sorte de ce qu'on appelle un twist dans un scénario, c'est-à-dire que ce qu'on pensait être la mort lente de toutes les librairies, finalement, il y a une renaissance qui est en train de se faire, et notamment des librairies qui sont en train de revenir, même dans des bastions complètement perdus, qui étaient Manhattan et des villes comme ça. Une renaissance donc suffisamment forte, en plus, pour qu'un jeune professeur d'Harvard, donc lui, c'est pas un artiste a priori, c'est donc Harvard Business School, donc lui, son boulot, c'est plutôt vraiment le marketing et la recherche des choses, s'est intéressé au cas de la librairie. Et il s'est penché sur le sujet, il a fait une enquête pendant 5 ans, et en fait, c'est drôle, puisque ça suivait une étude qu'il avait faite pour une autre industrie qui était tenue pour morte, c'est-à-dire l'horlogerie suisse. En fait, il a commencé à travailler là-dessus, sur l'horlogerie suisse, et il s'est rendu compte, et il a sorti le concept qui est en fait la technologie réémergence, c'est-à-dire un peu l'idée de l'analogique 2.0, c'est-à-dire la résurgence des industries traditionnelles face aux mutations technologiques. Et justement, lui reprend aussi à son compte ce constat de dire que plus l'univers se numérise, plus on a besoin, en contrepartie, d'expériences sensorielles et d'expériences analogiques. Et justement, la librairie en fait partie, mais c'est au prix d'une réinvention de son métier. C'est-à-dire que là, ce n'est pas simplement le fait d'avoir résisté qui fait ça, c'est surtout de s'être réinventé. C'est-à-dire que les nouvelles librairies, justement, ont un autre profil que celles qui étaient avant. C'est-à-dire que c'est vrai que d'un autre côté, quand on dit réinvention, ça veut dire revenir sur ses propres fondamentaux. Le propre de la librairie avait la librairie avait un peu, d'ailleurs indépendante, avait un peu perdu
son principe qui était celui, justement, on va voir, d'aller vers le client et de créer une vraie communauté autour de lui. Ce qu'on a vu aussi pour la librairie, c'est que ceux qui sont tombés les premiers, c'est ceux qui ressemblaient le plus à Amazon. Par exemple, l'exemple, ça a été en fait la librairie, je crois que c'est Borders, ouais, voilà, c'est Borders qui a essayé de lutter avec Amazon et qui a fait donc. Là-bas, ils le font, hein, c'est c'est pas le cas en France avec le prix unique, mais là-bas, ils font des réductions. Et donc, ils ont été dans une bagarre avec Amazon et ils sont tombés. Toute la chaîne Borders est tombée. Et aujourd'hui, ce qui est assez drôle, c'est qu'il y en a un qui reste encore, qui est une grande chaîne qui s'appelle Barnes & Noble, qui est une grande chaîne américaine. Et ils ont fait travailler un grand cabinet d'audit marketing. Et la conclusion de l'audit marketing, c'est de leur dire ce que vous devez faire, c'est de revenir à la librairie de papa et maman. C'est-à-dire recréer dans chacune de vos librairies, parce que c'est une grande chaîne qui est partout, l'idée de la librairie de papa et maman, ce qu'ils appellent Mom and Pop bookstore, mais c'est-à-dire la librairie à papa, on dirait, c'est-à-dire la petite librairie de quartier avec une approche beaucoup plus différente, très différente par rapport à Amazon et pas du tout dans l'agressivité. Et là, par rapport à ça, la réinvention, par quoi elle passe? Parce que c'est justement ça la question. La réinvention, c'est de retourner aux fondamentaux de son propre métier. La librairie avait un peu oublié quand même, et ça, il faut l'avouer, on le voit aussi encore aujourd'hui, de temps en temps, certaines librairies ont tendance à juste mettre en place les best-sellers, attendre les prix, les gens qui viennent pour le Goncourt, et faire des ventes assez faciles. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il faut reprendre le métier, par exemple, de libraire comme quelque chose qui va créer sa propre force. Et du coup, il y a 3 points que Ryan Raffaelli souligne. C'est d'abord, c'est les 3 C, hein, parce que là, voilà, c'est à l'école du consulting, donc souvent, il faut qu'il y ait 3 lettres pour qu'on retienne bien. Donc, du coup, lui, c'est la communauté. Il y a déjà le côté communauté, c'est-à-dire qu'en fait, il dit que c'est vrai qu'une librairie aujourd'hui, et ça, on aura l'occasion de le voir, c'est plutôt un triangle, hein, c'est pas dans l'ordre. Hein, communauté, c'est-à-dire créer un lien local et un tissu relationnel avec son entourage. Parce que justement, c'est ce qui est très important. Et on verra que par exemple, les outils numériques peuvent rentrer là-dedans, évidemment. Il y a la question, il faut aussi créer du choix, ce qu'il appelle la curation, même plutôt que le choix, parce que le choix, c'est plutôt la curation, c'est au sens vraiment de donner des avis et donner à lire pour créer une sorte d'effet d'entraînement. Et là, c'est très important puisque ça va lutter contre les algorithmes. Autant la communauté, le côté local, l'ancrage local, lutte contre le côté complètement évanescent de la toile, hein, qui est donc complètement sans géographie, quoi, sans ancrage. Là, le choix, c'est contre l'algorithme. C'est-à-dire qu'en fait, la curation plutôt, c'est contre l'algorithme. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de dire « vous avez aimé ça, vous aimerez ça », comme le fait l'algorithme stupide d'Amazon, qui finalement, lui, compile simplement ce que les gens ont acheté, et c'est au contraire de rentrer dans plutôt quelque chose de la proposition et faire de la curation. Et le 3e point, c'est la chaleur. C'est ce qu'on pourrait appeler le sens de la chaleur. Alors ça, c'est assez difficile à définir, mais c'est celui qui fait que, et là on est plus par rapport au lieu, c'est de créer de la chaleur par rapport en opposition à la froideur de l'Internet ou d'Amazon, c'est de créer un lieu qui soit, lui, un réceptacle d'expérience. Hein, c'est-à-dire, alors là, ça peut être pour recevoir des gens, mais faire des ateliers d'écriture, ça peut être aussi faire un tas de choses, ou même, aujourd'hui, ce qui est le nouveau type de librairie qui sont en train de sortir aux États-Unis, c'est des librairies indépendantes, quoi, ou même si c'est une chaîne, mais sur le modèle d'une librairie indépendante, où il y a un café, il y a les livres, et il y a aussi la possibilité d'éditer aujourd'hui, maintenant, les livres à la demande, c'est-à-dire un livre qui n'ont pas. Ils ont maintenant des machines extrêmement sophistiquées qui font qu'ils peuvent vous sortir le livre en 1 heure. Donc vous prenez un café, même pas 1 heure, je crois que c'est en 10 minutes, n'importe quel livre. Donc ils peuvent vous le sortir. Donc ça, c'est le modèle, mais qui s'ancre sur le côté communauté, choix et chaleur. Hein, parce que certains ont essayé de faire une sorte d'usine
à livre en disant ben voilà, vous venez commander votre livre. Mais là, il n'y a pas le phénomène de chaleur, donc on ne viendrait pas dans une librairie. En ces cas-là, on commande directement sur Amazon. Donc l'idée, c'est bien dans la logique 2.0, c'est d'amener, de jouer sur ses fondamentaux et sur sa force. Et la force d'une librairie, c'est justement le lieu, la chaleur, la possibilité de sortir du cadre d'un algorithme. Mais ça veut dire aussi, peut-être, ça veut dire aussi changer les horaires, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a un contexte différent, c'est-à-dire qu'Amazon, on peut acheter 24 heures sur 24. C'est sûr que si on fait de 10h à 18h et à 18h, on ferme tout, peut-être que ça pose un problème. Après, ça dépend du tissu local. Mais l'idée, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut rejouer sur ces fondamentaux, mais les fondamentaux, justement, dans un univers qui est différent. C'est-à-dire que, en gros, si une librairie aujourd'hui fait à peine ce que fait Amazon, le problème, c'est que ça ne suffira pas pour le contrer. Donc, du coup, c'est vraiment 3 dimensions, donc communauté, curation et chaleur, qui sont dans l'ADN de la librairie. Et quand on dit réinvention, ça ne veut pas dire justement transformation, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire transformation de son acquis. Ça veut dire qu'il faut revaloriser ce qui était la base. Alors, ça veut dire réexprimer son ADN, ça veut dire comprendre l'univers. Alors, c'est là aussi où il faut, c'est bien 2.0, c'est-à-dire qu'il faut comprendre le nouvel univers dans lequel se situe. Par exemple, le livre utilise beaucoup de librairies utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour évidemment créer sa communauté. Même si ça ne suffit pas, ils se sont bien rendus compte qu'il ne suffit pas d'avoir un très bon compte Facebook, Instagram et Twitter pour fédérer. Il faut que ça parte de la librairie. Et moi, les exemples que j'ai vus souvent, c'est quand ça part vraiment de la librairie, que la communauté est à l'intérieur de la librairie, et puis ensuite, il y a un effet de tam-tam qui se joue sur les réseaux sociaux. Et ensuite, il faut affirmer vraiment sa propre identité, parce qu'en fait, ce qu'on a dit dans ce nouvel, ce nouvel environnement numérique, aujourd'hui, par exemple, la librairie se retrouve aussi en concurrence avec Netflix. C'est-à-dire que la librairie n'est pas qu'en concurrence avec Amazon, elle est en concurrence aussi avec Netflix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va choisir est-ce que je vais lire un livre ou est-ce que je regarde une série Netflix. Donc en gros, on est dans un univers complètement transformé. Et ça, par exemple, le cinéma, c'est un exemple aussi qui a dû prendre aussi, prendre en compte justement cette transformation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cinéma, et d'ailleurs c'est peut-être un petit peu ce qui fait qu'il y a une certaine dérive du cinéma, c'est plus devenu un acte où on va découvrir quelque chose, parce que ça, à la limite, on peut le faire sur Netflix, on peut le faire sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, sur les films en streaming, mais c'est obligatoirement, ça doit devenir un événement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un film, généralement, on connaît, la bande-annonce, par exemple, explique tout aujourd'hui. Du film. Alors, je m'étais posé la question, je me dis, mais pourquoi aujourd'hui les bandes annonces sont comme ça? C'est simplement le fait. Ou alors, pourquoi il n'y a que des suites? Par exemple, il y a des reboots, des suites, des reboots de suites, et ainsi de suite, des crossovers. Et en fait, l'idée, c'est que pourquoi le cinéma est devenu comme ça? C'est parce qu'en fait, les gens se rendent compte qu'on ne va plus voir un film. C'est-à-dire, on ne va plus découvrir. La fonction de découverte n'est plus assumée par le cinéma. C'est l'aspect événementiel, c'est-à-dire qu'on participe à un événement. Et donc, du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, on le voit dans le cinéma, c'est-à-dire c'est tout ce qui est, il y a à peu près sur les 10 ou même sur les 50 premiers, il y a à peu près pas un film original, en fait. C'est tout issu d'une série, si on prend les Marvel, si on prend les... Ou alors, issu de quelque chose qui est d'après une histoire vraie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a énormément aussi d'après une histoire vraie. Et ça, c'est parce qu'on a besoin toujours... C'est fini le côté découverte, il y a besoin d'un déjà-vu, comme disent les Américains, déjà-vu. Ils prononcent ça comme ça. Et en fait, le cinéma, par exemple, a dû prendre cette option parce qu'ils se sont rendus compte qu'un film simplement, qui serait au titre de découverte ne suffirait pas. Alors, c'est là où il y a aussi, dans cette analogique 2.0, quelque chose qui est important pour le cinéma, c'est le rôle des festivals. Jusqu'à présent, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a 2-3 ans, on titrait le festival Dinosaure, Cannes, ils n'ont rien compris à Netflix, c'est des gros ringards et tout. Bon, voilà. Il n'y a que celui de Venise qui a compris parce qu'il a mis des films Netflix dans sa truc. Donc,
Mais c'est assez violent, hein, parce que j'ai remarqué qu'il y avait même des prises de bec sur les réseaux sociaux par rapport à Netflix. Il ne faut pas rigoler avec ça. Eux, c'est vraiment le nouveau monde contre l'ancien monde. Et en fait, on se rend compte que finalement, le festival va finir pareil. Lui, il est dans une logique analogique 2.0. Il est soi-disant dinosaure, mais il va avoir une fonction tout à fait nouvelle. C'est qu'il est en train, par exemple, regardez Parasite. L'exemple de Parasite est un exemple très bon. C'est qu'il a réussi à faire de ce film, alors, qui en lui-même a toutes les vertus pour cartonner, mais il a fait de ce film-là quelque chose qui a pu devenir un événement. Et les gens, finalement, et ça a été bien mis en scène et tout, c'est devenu un événement. Et du coup, le festival a servi ce film-là pour qu'il rentre dans une économie qui, lui, maintenant, ne cherche plus de découverte. C'était un peu le cas, si on veut, avec Joker aussi, dans un sens, puisque Joker, même s'il fait partie d'une grande franchise de DC Comics et tout ça, est quand même un film un peu à part, c'est un Apax, et il a quand même bénéficié du Festival de Venise, quoi, qui lui a donné aussi une sorte d'aura. Alors, ça c'est pour dire qu'effectivement, l'idée c'est que chacun doit retrouver son ADN. Alors, et le cinéma, c'est aujourd'hui est devenu ce qui était dévolu à la télévision avant, c'est le côté fédérateur. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on se rend compte que les films, par exemple, pourquoi Pixar fait des films qui sont à la fois pour les parents et pour les enfants, c'est pour que ça se lie à deux niveaux, quoi. Tous les films Pixar, il y a les vannes que comprennent les parents et il y a les vannes que comprennent les enfants, quoi, où il y a les deux, quoi. Et inversement, d'ailleurs. Et donc, du coup, on arrive à finalement à se dire que c'est devenu quelque chose de fédérateur, alors que les autres, Netflix est plus théoriquement dans l'invention. Alors voilà, là j'arrive justement à la conclusion, c'est que l'analogique 2.0, comme on l'a appelé, c'est justement ce nouvel espace à inventer entre justement les fondamentaux de l'analogique, c'est-à-dire ne jamais les renier, c'est-à-dire qu'en fait, au lieu de se dire, on va fermer une librairie, on va faire quelque chose en ligne avec un blog et tout ça, c'est de se dire non, il faut revenir au fondamental de ce qu'est la librairie, c'est-à-dire les 3 C dont on a parlé, mais tout ça dans un espace numérique. Et en gros, ce serait de dire qu'il faudrait disrupter la disruption, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'amuser à disrupter les disrupteurs, c'est-à-dire qu'une librairie doit se dire, non pas je subis et je continue à faire le dos rond, non, mais comment je peux faire la nique, en fait, à Amazon. Alors, entendons-nous, c'est pas eux qui crouleront, et il faut certainement s'habituer à ce qu'ils soient toujours dans le paysage. Mais au niveau, justement, jouer de ses forces, et là c'est en termes d'art de la guerre, il faut jouer sur ses propres forces et ses forces locales par rapport à ce que peut être la machine Amazon. Alors, quelques points juste en conclusion pour dire sur quoi peut s'accrocher ce type de réinvention et de disruption de la disruption. Déjà, c'est vrai qu'il ne faut pas se laisser envahir par rapport à ça, ça revient un peu à ce qu'on a dit au début, par cette doxa numérique qui dit qu'il faut de toute façon non pas se transformer, mais se renier. L'idée de transformation, elle est importante de comprendre le monde tel qu'il bouge. L'idée, ce qui est gênant dans le concept de transformation, c'est quand il est poussé à son extrême en disant transformer ou mourir, comme je vous disais au départ. Par exemple, et du coup se renier complètement. Certaines bibliothèques en France, ça a été notamment d'ailleurs le cas quand je parle de doxa numérique, c'est que l'État a dit, par paresse et puis pour donner des gages de modernisme, a dit on va mettre tout en numérique dans les bibliothèques. Mais le problème qui est en train de se passer, c'est qu'ils se rendent compte de quelque chose, c'est que si c'est en numérique, il n'y a plus besoin de lieu. C'est-à-dire qu'en fait, un e-book, je peux le prendre de chez moi, donc j'ai plus besoin de venir vraiment dans le lieu. Donc la bibliothèque, finalement, a joué la carte du numérique, est en train de se tuer et perd sa centralité, en fait. Et ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas, parce que les jeunes, quand ils viennent dans les librairies, dans les bibliothèques, c'est pas pour aller voir des outils numériques. Pareil, le musée, là je reviens j'étais au Japon la semaine dernière, il y a un musée, le musée international du manga. Et c'est drôle parce que je me suis dit, je vais aller là-bas, il va y avoir des écrans partout, je vais voir un tas de choses qui sont formidables technologiquement. Mais en fait, je suis arrivé là-bas et je crois que je n'ai pas vu plus analogique que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait vraiment beaucoup de papier, beaucoup de timelines en papier, ça faisait même limite un peu poussiéreux. Et puis, en revanche, il y avait des ateliers.
Alors moi, il y a un atelier, j'ai rien compris parce que c'était en japonais, mais visiblement ils s'amusaient pas mal. C'était à partir comment dire, d'images, de concepts et de choses comme ça. Donc c'était une sorte de jeu. Et donc en fait, ils avaient recréé dans cet espace quelque chose de totalement analogique 2.0. Il y a un deuxième point. Alors ça, c'est le premier point, c'est pas se laisser envahir par cette doxa numérique. Deuxième point, c'est justement de lutter contre aussi une autre tyrannie qui est celle de la commodité. C'est-à-dire qu'en gros, le numérique vend de la commodité, en fait. C'est ça son idée, c'est de dire c'est plus simple. Par exemple, c'est beaucoup plus simple. Tous les pitchs, c'est rendre le monde plus simple. Sur Spotify, vous avez toute la musique, c'est plus besoin d'aller vous déplacer. Pareil, sur Amazon, vous avez toute la bibliothèque du monde, plus besoin de vous déplacer. C'est d'un seul clic depuis son fauteuil. L'idée, c'est qu'il faut justement restituer par rapport à ça du frottement et assumer ce frottement-là. C'est-à-dire qu'en gros, une des fausses pistes souvent pour relancer par exemple la lecture, ça c'est un des points qui m'intéresse assez parce que je suis souvent sollicité là-dessus sur comment faire lire les jeunes générations. La très mauvaise piste, c'est de dire que lire, c'est aussi cool que de regarder Netflix et de dire que c'est facile. C'est-à-dire qu'en fait, il faut redonner finalement, réinvestir l'idée de l'effort et l'effort personnel. C'est-à-dire que, alors ça, on le voit, que le vinyle en fait partie, hein, ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est mal pratique, c'est un peu compliqué, mais on voit par exemple une résurgence, même si elle est un peu minime, mais de la machine à écrire. La machine à écrire sur laquelle on tape. Certains jeunes reprennent ça pour écrire parce qu'ils se disent c'est un espace qui est complètement en dehors de mon écran et là, je n'ai pas le droit à l'erreur. Et bon, après, il y a toute la mythologie. On pense évidemment à tous les écrivains type Jack London et tout ça. Voilà, ils sont dans cette mythologie-là. Mais il reste néanmoins le fait qu'il faut, je pense, revaloriser l'idée d'un frottement, d'un effort, d'un rituel. C'est-à-dire que enlever ce côté commodité. C'est-à-dire que la commodité, ça, c'est ce que vend... d'ailleurs, c'est un miroir aux alouettes, hein, puisqu'en fait, plus ils nous vendent de la commodité, c'est plus pour avoir encore de nouvelles tâches faciles à faire. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'au lieu de nous faire gagner du temps, ça nous démultiplie le temps qu'on passe à faire les choses. Par exemple, les réseaux sociaux, maintenant, il y en a 4, 5. On passe beaucoup plus de temps sur chacun que voilà, ce qu'on pourrait faire d'autres. Donc, du coup, dans cette logique-là, c'est d'aller contre la commodité. Troisième point, très important aussi, aller contre l'algorithme aussi. L'algorithme qui est d'aller toujours dans le sens « tu aimes ça, tu aimeras donc ça ». Un peu casser cette logique-là. Donc, ce que font les libraires, alors c'est pas facile parce qu'en fait, c'est vrai que quand on aime quelque chose, on est tous tentés. Je veux dire, quand on va devant un buffet, on prend à peu près toujours la même chose, quoi, parce que voilà, on aime bien et on est tous dans cet esprit-là. Mais l'idée, c'est un peu de casser cette dynamique-là et d'aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas et ne pas avoir peur de faire justement de jouer sur cette rupture-là parce que c'est ça finalement qui est gratifiant après. Parce qu'on se rend compte qu'une fois qu'on a découvert quelque chose de différent, c'est gratifiant en fait. Et puis ensuite, c'est évidemment recréer, alors ça c'est banal, hein, mais c'est de recréer de plus en plus d'humains, tout ce qui peut passer par l'humain, de le faire passer plutôt que par le numérique. Alors ça paraît banal parce que c'est un peu une tarte à la crème, mais si on prend l'exemple d'une librairie, si on prend l'exemple d'un centre culturel, tout ce qui peut passer par le véhicule humain sera toujours plus important que le faire passer sur Twitter. Je prends l'exemple, ça m'est arrivé par exemple dans des librairies, suivant les cas où il y a des événements, certains disaient bah ouais non mais ça y est on a quadrillé les réseaux sociaux, ça a été fait et tout, et donc du coup finalement le jour J il y avait pas grand monde parce que les gens mettaient juste ouais je viendrai, mais ça engage personne hein, sur Facebook, sur la page. Et puis d'autres qui faisaient que vraiment de moyens humains en disant à partir de la librairie, mais écoute, appelle quelqu'un, mais tiens ça pourrait t'intéresser, et qui travaillait par exemple le livre bien en amont, qui disait tiens ça peut vous plaire, donc comme ils ont acheté le livre, ils venaient à l'événement. Donc l'idée c'est là où on peut placer de l'humain, plus important, même si après on utilise les réseaux pour créer du lien. Et puis, par rapport à ça, c'est l'idée de la communauté, mais on aura l'occasion dans les jours prochains aussi de l'évoquer. Voilà, c'était un peu ce que j'avais à dire sur l'analogie de 2.0.